Bonjour, merci à vous d'être présents si nombreux, je sais que du monde arrive encore, pour ce colloque du CINOVDES consacré à l'alternance au CPF, PIC, France Travail, quelles conditions pour un accès universel à la formation. Alors je suis Fabien Clerc, je dirige la rédaction de Newstalk RH et je vais avoir le plaisir de vous accompagner dans votre cheminement au cours de cette matinée. Mais pour lancer la rencontre et ce colloque de façon plus formelle, j'ai le plaisir de vous annoncer Michel Clésio, le président du CINOVDES. Mon cher Michel, à vous la parole. Oui, merci à tous d'être là. Carole Grandjean, ministre déléguée, nous avait annoncé sa présence ce matin et elle a eu un contretemps. Néanmoins, elle a tenu à nous envoyer une vidéo pour cette matinée. Et donc, on a un peu bouleversé l'ordre des choses. Et avant mon intervention, je vous propose donc d'écouter et de regarder Carole Grandjean, ministre déléguée à la formation. Monsieur le député, monsieur le directeur général adjoint de Pôle emploi, madame la directrice générale de l'AFPA, mesdames et messieurs les représentants des partenaires sociaux et des branches professionnelles, monsieur le président du CINOVDES, monsieur le délégué général, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse et honorée d'ouvrir ce colloque annuel du Syndicat national des organismes de formation. Je n'ai pas pu me joindre à vous en présentiel aujourd'hui, mais il était particulièrement important pour moi de m'adresser à vous. Ce colloque sur l'accès universel à la formation est au cœur de mon portefeuille et de mon engagement en tant que ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Avec une volonté de rupture assumée, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a transformé notre système de formation professionnelle pour résoudre certaines difficultés structurelles. On oppose souvent la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel à la loi Delors. Je préfère en voir les progrès pour l'une comme pour l'autre et les réponses qu'elles ont apportées aux défis du moment. La loi Delors a consacré des avancées fondamentales qui ont fondé notre système. Je pense notamment à la création du congé de formation pour les salariés ou encore à l'obligation pour les employeurs de participer au financement de la formation de leurs salariés. Elle a permis de poser les bases encore essentielles et indispensables aujourd'hui. La réforme de 2018 a quant à elle résolu certains problèmes persistants depuis des décennies dans notre système de formation professionnelle, comme l'inégalité d'accès à la formation et l'image dévalorisée de l'apprentissage. Elle est aussi partie du postulat que le développement des compétences et la qualification étaient des remparts face au chômage. Grâce aux transformations engagées par cette loi, les résultats sont à la hauteur et le taux de chômage est à 7,2% en France, au plus bas depuis 40 ans. Le développement de l'apprentissage est également une magnifique réussite de cette loi. Fin 2023, le nombre de contrats d'apprentissage signés s'élevait déjà à plus de 850 000, soit près de 3 fois plus qu'en 2017, et notre objectif d'1 million d'apprentis par an d'ici à 2027 est plus que jamais atteignable. À cet objectif quantitatif, nous ajoutons un objectif qualitatif en faveur du maintien de la qualité des apprentissages. Ces travaux sont d'ores et déjà lancés avec l'ensemble des réseaux de CFA. La loi de septembre 2018 s'inscrit également dans un objectif commun d'accès universel à la formation. La refonte du compte personnel de formation a permis un accès universel à la formation. Je ne me lasse pas de rappeler que nous avons fait du droit individuel à la formation un droit réel, un droit que la Commission européenne regarde avec intérêt. Le CPF est reconnu de quasiment tous les Français. 9 sur 10 en ont entendu parler. De 600 000 dossiers de formation activés en 2019, on est passé à près de 2 millions en 2022. Et surtout, c'est un outil de démocratisation de l'accès, car 7 personnes sur 10 sont employées ou ouvriers, et 1 personne sur 3 est demandeur d'emploi. Ce dispositif, vous le savez, a fait l'objet de plusieurs actions de régulation depuis plus de 18 mois. Révision des certifications, habilitation, campagne de contrôle. Le CPF a désormais une offre plus qualitative et plus sécurisée via France Connect+. Le CPF, articulé avec d'autres leviers, représente un véritable atout
pour l'employabilité des actifs et pour la sécurisation de leur parcours, tout en étant utiles à l'économie. Un mot aussi sur Calliope, qui participe à renforcer la dimension qualitative du CPF, mais pas seulement, puisque cela concerne tout le système de formation professionnelle. Nous pouvons encore progresser autour de Calliope. Vous l'évoquerez certainement et nous travaillerons avec vous pour faire évoluer la question des contrôles et de la qualité. 5 ans après cette loi, le constat est partagé sur la nécessité de prévoir des évolutions pour un meilleur accès à la formation. Par les limites de la loi, les enjeux liés à la transformation des métiers et aux mutations n'ont certainement pas été suffisamment pris en compte. De plus, les dispositifs sont très nombreux et il est difficile de s'y retrouver. PROA, BTP, transition collective, démission reconversion. Nous devons clarifier et simplifier tous les dispositifs d'accompagnement des transitions. Un agenda social a été proposé à la Première ministre par les partenaires sociaux et la question des reconversions sera un sujet majeur de négociation. Je salue cette volonté du paritarisme qui illustre la qualité de notre démocratie sociale. Les travaux de votre colloque ce jour s'inscriront dans cette ambition commune, avancer collectivement pour améliorer notre système de formation professionnelle. Je vous souhaite une journée riche d'échanges et de débats. Bon colloque à toutes et tous. Je tenais avant tout à remercier G2R La Mondiale, notre partenaire, de nous avoir accueillis ce matin et remercier également particulièrement tous les contributeurs qui croiseront leur regard tout à l'heure avec Karine Seller et Jean-Pierre Willem et tous les participants à la table ronde. Donc merci à toutes et tous de contribuer à notre matinée sur ce sujet justement de l'accès universel à la formation dans ce contexte particulier qui est le contexte du débat parlementaire sur le projet de loi plein emploi et dans la perspective d'une coopération accrue entre tous les acteurs à travers France Travail. Alors, nous sommes d'autant plus sensibles à votre présence à tous que le syndicat national des organismes de formation est bien évidemment une organisation représentative d'employeurs avec toutes les responsabilités que ça implique au niveau de notre branche particulièrement, mais pas que, mais aussi parce que notre syndicat se distingue par l'affirmation permanente que la formation financée sur fonds publics ou sur fonds contributifs des entreprises relève de l'intérêt général et qu'à ce titre, ce marché doit être régulé par l'État. C'est une position singulière que nous avons toujours eue depuis la naissance de notre syndicat. On considère que ce marché n'est pas un marché comme un autre parce qu'il doit conjuguer la liberté d'initiative des personnes pour évoluer, le besoin en compétences des entreprises et aussi la vision qu'ont l'État et les pouvoirs publics pour concilier liberté individuelle, besoins collectifs et anticipation des compétences à venir pour le pays. Dans le même ordre d'idées, nous continuons de penser, dans la droite ligne de la loi de 71, justement, qu'évoquait Madame Grandjean, que la formation n'est pas que professionnelle. Et nous continuons donc de privilégier la notion de formation tout au long de la vie, promue par l'Union européenne, par la communication du 21 novembre 2001. Par ailleurs, l'idée d'éducation permanente à laquelle nous sommes attachés apparaît dans le titre de la loi Delors qui annonce une loi portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Et on a souvent tendance à oublier ce titre fêtier. L'éducation permanente n'est donc pas différente dans ce qu'elle porte de la formation tout au long de la vie, puisque les deux embrassent une éducation étendue à toute la durée de la vie et concernant tous les aspects de la vie. Notre syndicat porte donc dans son histoire cet engagement pour l'universalité de l'accès à la formation. Notre position,
s'inscrit dans une longue tradition française, car plutôt que de mettre en avant l'autonomie de l'individu et son entière responsabilité vis-à-vis de sa propre employabilité, ce qui est le cas dans certains pays, notre pays a toujours pondéré cette conception libérale d'un objectif de cohésion sociale qui implique le renforcement des moyens consacrés par la collectivité aux publics les moins favorisés. Les lois de 2014 et de 2018, ainsi que le projet relatif à France Travail, attestent de cette volonté de concilier liberté et droits individuels avec l'effort particulier que la nation doit à l'endroit de ceux qui sont conjoncturellement ou plus structurellement fragiles. Depuis les années 70, au-delà des inflexions particulières de chaque législation concernant l'architecture du système, les tuyaux de financement, la répartition des compétences institutionnelles, cette vocation de cohésion sociale ne s'est jamais démentie. Cette permanence des intentions, sinon des actions, est une particularité française qu'il faut souligner. Pour autant, a-t-elle porté ses fruits? C'est une autre histoire. La mise en œuvre de ces politiques est ancrée dans le préambule de la Constitution de 1946, qui affirme que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Cette aspiration à l'universalité est donc bien là. Et pourtant, le fait qu'à chaque mandature, ou presque, et je ne crois pas qu'il y ait d'exception d'ailleurs, donc je peux enlever le presque, une loi relative à la formation soit à nouveau nécessaire, atteste bien du sentiment partagé que le compte n'y est pas et que ces objectifs fondamentaux ne sont pas entièrement atteints. Nous sommes donc dans une situation où l'idée de l'universalité de l'accès à la formation sourde partout, dans le préambule de la Constitution comme dans les évolutions législatives arbitrant responsabilité individuelle et financement collectif, mais à chaque mandature, le besoin est ressenti de remettre l'ouvrage sur le métier. Cela témoigne, à mon sens, de plusieurs constats. Le premier est que la formation tout au long de la vie et la volonté qu'elle permette à chacun de l'utiliser peut faire l'objet dans notre pays d'un consensus. Il suffit pour s'en convaincre de constater comment, à travers des mandatures diverses, les lois s'emboîtent et se complètent et marquent plutôt des inflexions que des ruptures. Pas de Big Bang, donc, selon nous. La particularité française que nous soulignions à l'instant de conjuguer autonomie de l'individu et objectif de cohésion sociale n'a jamais été remise en cause. La loi de 2018, qui est d'inspiration très libérale, notamment à travers le CPF, qui est pourtant une brique de l'universalité, mais elle est néanmoins, selon nous, d'inspiration très libérale, mais elle est immédiatement rééquilibrée par l'effort sans précédent que constitue le PIC, dont nous avons souligné à quel point il a été novateur dans ses objectifs comme dans ses modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, l'accès au CEP, à la VAE, que la loi de décembre dernier assouplit, mais aussi les objectifs de France Travail et leur déclinaison qu'on voit apparaître dans les premiers protocoles État-région qui sont signés depuis cet été, attestent bien de cette permanence de l'intention, même si des sujets d'inquiétude demeurent concernant la mise en cohérence de ces dispositifs et la coopération institutionnelle qui en conditionnera la réussite. Le second constat, et nous sommes ici au cœur de notre thématique de ce matin, tient à la persistance de constats récurrents malgré cette cohérence dans le temps et cette volonté pour chaque loi de corriger les effets indésirés de la précédente. Parmi ces constats permanents, il y a le fait, qui demeure, que les demandeurs d'emploi accèdent moins à la formation. La DARES l'a encore montré
récemment, il y a quelques mois à peine, même si la progression de cet accès depuis 2017 est incontestable. L'accès à la formation des demandeurs d'emploi, notamment les moins qualifiés, mais aussi les salariés des TPE et des indépendants, doit donc rester au cœur de nos préoccupations. Autre constat récurrent, le fait que nous peignons à stabiliser et à financer la mobilité professionnelle choisie. L'espérance de promotion sociale, ou le sentiment de se sentir épaulé au moment où l'on fait évoluer son projet de vie, est à notre sens un élément important de l'accès universel à la formation. Le Synobdes s'est construit sur cette conviction que la formation n'est pas que professionnelle et qu'elle est tout sauf continue dans notre histoire, dans l'histoire de chacun d'entre nous. Déjà, Jean Boissonnat ou Alain Supiot le rappelaient en creux dans leurs rapports respectifs, il y a maintenant quelques décennies, qui, chacun à leur façon, anticipaient à quel point les mutations de l'activité allaient bousculer le salariat et les droits qui y sont attachés. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons à travers la succession ou la juxtaposition, pour chacun d'entre nous, de périodes d'activité, salariées ou non, lucratives ou non, à travers la place prise dans notre société par l'auto-entrepreneuriat et l'ubérisation, sans oublier la nouvelle relation qui se confirme entre les jeunes et l'entreprise. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de mener une réflexion d'ensemble où l'éducation permanente, la formation tout au long de la vie, ou encore la sécurité sociale professionnelle ne constituent en fait qu'un même impératif de prendre en compte ces évolutions irréversibles en faisant système. Ces nouvelles postures vis-à-vis du travail sont bien sûr des contraintes pour les employeurs que nous sommes, mais elles témoignent aussi d'une capacité exceptionnelle à la mobilité qui a tant fait défaut à d'autres périodes. Si nous considérons que le CPF, malgré ses vertus incontestables, n'est pas un outil de mobilité sociale et professionnelle, ce qui est notre cas et nous l'avons dit, alors la question de l'accès à un système simple et sécurisant de formation longue, de reconversion, sera déterminant dans un contexte qui se rapproche du plein emploi. Cela vaut notamment pour les personnes en emploi, mais aussi pour les demandeurs d'emploi, pour qui le projet de France Travail qui priorise l'accès à l'emploi, notamment à travers la levée des freins périphériques, mais aussi par la formation, en pérennisant les bonnes pratiques issues du PIC, devrait être gage d'une sécurisation de cet accès que nous souhaitons plus fluide. L'intégration du droit à la formation tout au long de la vie, au-delà de la formation professionnelle stricto sensu, à cette mutation d'ensemble est la condition de l'exercice effectif de la liberté de choisir son avenir tout en sécurisant les prises de risques ou les choix personnels qui jalonnent une vie constituée durablement, me semble-t-il, d'états successifs. La question que nous nous posons ce matin, du droit universel à l'accès à la formation, est donc à la fois ancienne, puisque d'une certaine façon, chaque mandature la repose, ce que j'ai appelé la permanence des intentions, et en même temps d'une actualité urgente, car la crise sanitaire et les façons que les jeunes générations ont d'envisager leur vie nous obligent dans ce contexte de baisse du chômage. Donc voilà les quelques éléments que je voulais livrer qui correspondent à nos analyses internes au sein du Synobdes pour ouvrir ces contributions. Et donc, une fois encore, merci infiniment à Karine Seller et Jean-Pierre Willem, à tous les contributeurs de la table ronde de participer, mais je laisserai Fabien Clerc, en fait, qui nous fait l'amitié d'animer cette matinée, présenter tous les intervenants plus dans le détail.
Merci à tous. Merci beaucoup, mon cher Michel. Merci à tous. Merci pour cet excellent cadrage de notre débat. À nous de cheminer maintenant. Et pour démarrer, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre Jean-Pierre Willems et Karine Seller, que je vois de chaque côté, si vous le voulez bien. Et pendant qu'ils s'installent, je me permets, même si la plupart d'entre vous les connaissent, de vous les présenter rapidement. Karine, vous êtes inspectrice générale des affaires sociales, mais vous avez été conseillère spéciale au commissariat à la transformation des compétences, puis haute commissaire, et vous avez eu tout un passé dans le monde du conseil pour accompagner les entreprises dans leur cheminement et leur stratégie RH, notamment au sein de Sémaphore, une des composantes du groupe Alpha. Jean-Pierre, alors Jean-Pierre, vous le connaissez sans doute. Qu'est-ce que je dis? Brillant juriste, un spécialiste observateur. Alors, avisé, parfois critique, toujours constructif du monde et de l'écosystème de la formation professionnelle. Vous accompagnez régulièrement de nombreux acteurs de ce monde, des organismes de formation, des OPCA, des OPCO, pardon, des CFA, les OPCA, il y a quelques années, puisqu'on est remonté quand même dans l'histoire, hein, à l'instant. Et la jeunesse, c'était quand même 71, hein, je vous le rappelle. Dans le décryptage des dispositifs, vous les accompagnez également dans la mise en œuvre de leur stratégie. Et les lecteurs de News Tankara, vous connaissent bien. Peut-être un mot pour démarrer, Jean-Pierre, pour cadrer, puisque c'est ce qu'on nous demande, les termes du débat. Un petit mot sur, on parle d'un accès universel, mais fondamentalement, un accès à quoi? Et on va partager le micro. Ouais. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Président. Être invité n'exclut pas que l'on challenge la thématique qui est proposée à la réflexion. Donc, c'est ce que je vais faire à l'invitation de Fabien, parce qu'effectivement, alors on pourrait discuter chacun des trois termes. L'accès, on va peut-être y revenir, universel, évidemment. Et puis, moi, je vais peut-être, pour commencer, challenger le terme formation. Carole Grandjean le rappelait, elle a fait allusion à 71 et à Jacques Delors. Vous le savez, notre système, pour l'essentiel, s'est construit à cette période-là avec une dynamique qui reposait sur deux courants de pensée très forts à cette époque-là et qui se sont, de mon point de vue, un petit peu affaiblis avec le temps. Le premier courant de pensée, c'était, et ça a précédé, ça a été donc dynamisé par 68, mais ça le précédait, c'était ce qu'on a appelé ensuite la deuxième gauche, où on a une culture de l'éducation populaire. On a d'ailleurs des associations qui portent cette culture avec un objectif que vous avez rappelé, Michel Clésio, d'autonomie de l'individu. Et ce courant de pensée-là a rencontré un courant de pensée, je vais appeler catho-social, c'était autour du personnalisme, de la revue Esprit, d'Emmanuel Mounier, etc. Et ces deux courants de pensée se sont retrouvés, même s'ils ne partageaient pas exactement tous les mêmes objectifs, sur le principe d'émancipation de l'individu. Et la formation a été pensée, vécue comme l'émancipation de l'individu. Cette dynamique entre ces deux courants de pensée, c'est ce qui a donné quand même, ce qui a régi nos systèmes pendant plus de 40 ans, j'en parle au passé parce que c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, c'est-à-dire l'action paritaire, puisque le dialogue social était un des moyens pas simplement de régulation, mais de dynamisme dans le système de formation. Alors qui s'est étiolé avec le temps et qui aujourd'hui donc s'est substitué, ça ne vous aura pas échappé, une régulation étatique plus prégnante qu'elle ne l'a été à l'origine. Et alors je voudrais souligner dans ce rappel un paradoxe. La formation est un moyen et elle a été conçue ou mise en place comme le moyen finalement de permettre l'émancipation de l'individu. Et là où je vois une petite dérive, et du coup, je voudrais m'assurer que dans l'accès universel à la formation, elle n'y figure pas, c'est que petit à petit, ce moyen a été sacralisé au point de devenir une fin en soi, au risque de la perte de sens de ce qu'il permettait de faire, et de la perte du projet auquel c'était attaché. Alors, ça s'est fait avec le temps, mais ça s'est fait avec ce mécanisme-là que émanciper l'individu au début des années 70, c'était aussi l'extraire
du travail. Et on a eu cette opposition, alors vous savez, nos esprits binaires et platoniciens aiment bien ces oppositions, le manuel intellectuel, le noir, le blanc, etc., bon, qui conduit à une pensée un peu facile, mais on avait le travail qui aliène et la formation ou l'éducation qui libère. Et donc, il fallait distancier la formation du travail pour qu'elle permette l'émancipation. C'est ce qui a conduit à avoir une formation plus externe qu'interne, et ce qui a conduit aussi, y compris dans la réglementation d'ailleurs, à distinguer et à vouloir toujours séparer la formation du travail. Vous noterez que la VAE n'est pas venue par la négociation des partenaires sociaux, c'est-à-dire la VAE qui est quand même une magnifique valorisation du travail qui rompt avec 2 siècles de culture du diplôme qui s'acquiert dans les établissements, dans les universités. C'est pas venu par le dialogue social. Au contraire, il a fallu convaincre les partenaires sociaux que c'était une bonne mesure et les promoteurs n'étaient pas des acteurs du dialogue social à proprement parler. Et on peut rencontrer, ou on a pu rencontrer, le même mouvement aujourd'hui, ou quelques réticences qui subsistent, quand on parle de la formation en situation de travail, où vous avez notamment des représentants syndicaux qui vous disent « Ah oui, mais c'est pas de la vraie. C'est pas de la vraie, c'est trop attaché au travail, c'est trop ancré de... » Et dans vos propos, je relevais cette opposition entre la formation professionnelle et la culture. Alors, la formation professionnelle embarque évidemment de la culture. Il y a une culture du travail, il y a une culture professionnelle, et je pense qu'il faut plutôt qu'opposer, enrichir le contenu des mots que l'on utilise et de leur traduction concrète, évidemment, et ne pas être dans cette opposition qui supposerait qu'il y a finalement ce que certains syndicats appellent les formations dans l'intérêt de l'entreprise et celles du salarié. Pas oublier que c'est toujours l'individu qui est le bénéficiaire de la formation dans tous les cas. La question des usages ensuite est une autre affaire. Et donc cette sacralisation, je vais essayer de pas être trop long, cette sacralisation de la formation a un risque, c'est de mettre une valeur positive, systématique sur la formation sans plus s'intéresser sur à quoi elle sert et quel est le projet qui est défendu. Et alors, on connaît des formations qui déqualifient, hein, ça peut paraître paradoxal, mais il y a des formations dont les gens sortent en ayant, je peux vous donner un exemple si vous voulez, si c'est pas très concret ce que je vous raconte, je prends cet exemple-là parce qu'il était... il m'a frappé. Un des grands loueurs de véhicules que vous trouvez dans toutes les gares et dans tous les aéroports organise une formation pour 1000 salariés, donc très bien. Et pendant 2 jours, on forme tout le monde, tous les agents de comptoir. Et les gens sortent de la formation furieux en disant, suite à cette formation, mes 10 ans d'expérience ne valent plus rien. Pourquoi ? Parce qu'on a donné pendant la formation un script à respecter en disant dorénavant quand quelqu'un viendra au comptoir, voilà ce que vous direz, voilà comment vous le direz, voilà dans quel ordre, et ensuite on contrôlera si vous l'avez dit correctement. Et donc les gens disent, celui qui est rentré hier et moi qui ai 10 ans d'expérience, tout mon savoir d'expérience est jeté à la poubelle et on me demande de rentrer dans un process qui peut être suivi par n'importe qui. Donc il y a une première difficulté, il me semble, à mettre une valeur positive, systématique sur la formation et à ne pas dire quelle formation au service de quel projet. Et pour conclure ce premier temps, le mot formation en lui-même, il est à la fois trop grand et trop court. Trop grand pour les raisons que je viens d'expliquer, parce que toute formation n'est pas bonne à prendre. Et donc, alors j'ai bien senti dans votre discours, ça, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, la tension qu'il y a entre autonomie, émancipation de l'individu et régulation collective. Et donc on sent bien qu'il y a là quelque chose et c'était sans doute ce qui séparait les 2 courants de pensée dont je parlais tout à l'heure, un peu plus penché vers la régulation collective et l'autre un peu plus penché vers la liberté, l'autonomie et donc la responsabilité, puisqu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité de l'autre côté. Donc c'est une notion, la formation, qui est peut-être un peu trop large et en même temps un peu trop courte, puisque les moyens d'accès et à la compétence et à la culture, même si j'aime pas dissocier, vous l'aurez compris, peut-être que le terme formation est un peu trop court en ce qu'il renvoie dans nos représentations mentales à tous. Hein, si on demande à chacun d'entre vous de traduire ce qu'il met derrière le mot formation, on risque d'avoir des choses un peu différentes, mais
peut-être qu'il faudrait, alors je n'ai pas de terme à vous proposer, mais l'élargir et se demander si c'est bien l'accès à la formation dans un pays qui a beaucoup confondu et qui confond toujours aller en formation et se former, qui compte les personnes en formation mais qui a parfois du mal à dire quels sont les effets. Vous voyez, je prends un exemple là aussi pour illustrer ça. On a eu 2 dispositifs un peu phares dans la réforme, l'apprentissage et le CPF, très bien. Les 2 à guichet ouvert. Donc les deux avec une dérive budgétaire. Et on régule un peu plus le CPF que l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que les résultats de l'apprentissage sont tangibles et se voient immédiatement. Les résultats du CPF, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que l'apprentissage, je peux dire le taux d'insertion, je peux dire le taux d'accès à la certification, je peux regarder l'impact sur les parcours, c'est facile à vérifier. Et donc, du coup, j'ai des résultats qui permettent de justifier qu'on maintienne un effort. Pour le CPF, eh bien, c'est beaucoup moins évident, et donc, du coup, on le discute beaucoup plus. Et donc, du coup, on a peut-être un effort un peu moins soutenu. Voilà, donc ma première remarque, c'était pour appeler à questionner le terme formation sur l'accès universel à la formation. Peut-être, Karine, un mot sur cet accès universel dans un cadre qui a évolué, mais dans un cadre dans lequel le statut de la personne qui partait en formation avait une importance considérable. L'idée de l'universalisation et un des enjeux de la réforme de 2018, c'était d'éviter tout cela et de pouvoir travailler sur le développement des individus, quel que soit leur point de départ, leur statut. Oui, bonjour à tous. D'abord, ça me fait très plaisir de retrouver le monde de la formation et ses débats. Et donc, je voulais, avant de démarrer, vous communiquer ce plaisir que j'ai de ce temps d'échange. Merci Michel de cette invitation. Merci à l'équipe du Synopdes et tout l'ensemble. Je remercie Michel tout en lui disant qu'il nous propose d'introduire les termes du débat, ce qu'il a fait lui-même dans son introduction, assez largement. Je vais partir de là parce que, et pour répondre à la question de Fabien, la question de l'accès universel, qui est effectivement inscrite dans notre Constitution, l'article 45 de la Constitution, comme tu l'as souligné, nous renvoie à la question de pourquoi. Enfin, en fait, la question c'est et c'est un peu ce que dit d'ailleurs mon camarade d'introduction. Pourquoi faire? Enfin, qu'est-ce que cette ambition d'un accès universel à la formation est censée et supposée régler? Et pourquoi d'ailleurs le mettre au fronton de notre Constitution? Parce que ça fait partie des droits fondamentaux, enfin du préambule de 46. Et moi, j'ai sans doute une toute petite nuance avec ce que tu viens de dire à l'instant sur le fait que est-ce que la formation est un objectif en soi ou est-ce que c'est un objectif au service, est-ce que c'est un objectif au service d'autres objectifs comme la compétitivité, l'émancipation des personnes, etc. Et il me semble que si cet objectif d'accès universel à la formation est inscrit dans notre Constitution, avec l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, c'est parce que c'est un objectif en soi, c'est un objectif d'émancipation. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la loi de 2018 a affirmé, autour du développement des compétences, cet objectif de façon aussi forte, en disant que notre pays ne pourra répondre à l'ensemble des défis auxquels il est confronté que s'il fait un pari de former à tous les étapes, à tous les niveaux, en formation initiale et en formation continue, l'ensemble de sa population. Et que nous avons un défi global d'élévation des niveaux de qualification, d'élévation du niveau de formation, que c'est un enjeu, comme l'a dit Michel, et de cohésion sociale et d'efficacité économique. C'est aussi un enjeu, on ne parle jamais, et aujourd'hui, comme inspectrice générale des affaires sociales, c'est un sujet auquel j'essaye qui me gratte, voilà, en tout cas on ne parle, quand on parle, et dans toutes les réformes, des modalités et des mécanismes qui on vient de mettre en place, on a immédiatement des questions qui sont et quels sont les moyens qu'on est susceptible d'y consacrer, et on sait très bien qu'une partie de nos dispositifs et de l'accès universel à la formation
Il ne l'est qu'en partie parce que les moyens susceptibles d'être consacrés à la formation ne sont pas illimités et que donc ça suppose de faire un ensemble de choix, d'encadrement et comme tu l'as dit, qui suppose de contenir une partie de cette idée que c'est à guichet ouvert. Donc comment est-ce qu'on régule les mécanismes à guichet ouvert ? Et comme inspectrice des affaires sociales, je trouve qu'on devrait collectivement progresser sur la question des coûts évités. Qu'est-ce que la formation rapporte ? Et qu'est-ce qu'elle évite aussi comme coût, y compris en termes de cohésion sociale. Et on n'est pas capable collectivement d'affronter ces sujets-là, et tant qu'on ne sera pas capable de les affronter, ça sera sans doute une des limites des réflexions sur la façon dont on construit les politiques publiques et jusqu'où on peut porter des ambitions sur des objets qui rapportent en réalité en termes de cohésion sociale, mais sur des choses qu'on ne sait pas mesurer. On sait mesurer l'apport immédiat, on va regarder la formation, ce qu'a dit Carole Grandjean, a raison d'ailleurs. Est-ce que ça a fait baisser le chômage ? Mais est-ce qu'on est capable de dire tout ce que le reste de la formation, qui n'est pas que professionnelle, comme le dit Michel, permet d'éviter comme coût. Alors, je reviens maintenant au sujet de la question de l'universalité. Mais ça me paraissait important de partir de ça et de ses objectifs. On a, et je ne vais pas reprendre, je partage assez ce qui a été dit par Michel en introduction. On a un objectif d'universalité qui traverse l'ensemble de notre système et sa construction est historique, avec quasiment à chaque réforme, donc pas quasiment effectivement, cette ambition qui est réaffirmée et des ajustements progressifs. Finalement, notre système tourne autour de cette question des statuts depuis sa conception. Et si, au moment de la loi Delors, et comme tu l'as très bien dit, cette question le fait que notre système tourne autour de la question des statuts, en particulier du salariat, soit structuré autour de la logique de salariat, avait du sens, on voit bien aujourd'hui, depuis plusieurs années, qu'on est confronté à un certain nombre de limites que tu as évoquées. On est dans un temps où les temps professionnels, les transitions, mais aussi les formes de l'activité professionnelle évoluent, qui font qu'il y a plus de trous et de déliés et qu'il faut prendre en compte ces thématiques. Dans un temps où, par ailleurs, on parle aussi de compte épargne-temps pour penser autrement les temps de la vie professionnelle. Cette question-là de l'universalité des droits et de décrocher d'une logique qui est très compartimentée, très segmentée par statut, est effectivement une dimension extrêmement importante. Et en effet, le CPF est une façon d'aborder cette question-là. Je ne dirais pas, quant à moi, qu'on est à guichet ouvert dans le CPF, parce que le CPF, malgré son ambition d'universalité, ne l'est pas. Il faut, pour accumuler des droits, parce qu'en fait, on prend son CPF quand on a des euros sur son compte, il faut avoir exercé une activité salariée. Encore aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas accès. Enfin, on a un certain nombre de catégories. Donc, on a un affichage qui est universel. Mais c'est la question, la capacité à exercer de façon effective ce droit est encore très largement matricée sur les statuts, sur le statut. Et d'ailleurs, l'apprentissage aussi, d'une certaine façon, puisque, et c'est une question qui n'est pas épuisée, l'apprentissage, ça concerne les jeunes. Alors, les jeunes jusqu'à 30 ans, il y a des dérogations. Mais la question de savoir, l'universalité de cette logique de l'apprentissage au-delà du public jeune n'est pas encore complètement... alors, il y a le contrat de pro, il y a d'autres mécanismes, mais l'alternance... On n'est pas non plus dans un système qui est complètement à guichet ouvert. Et donc, l'une des questions, c'est pourquoi notre système, effectivement, nos réformes, à chaque étape, réouvrent ce sujet et se retrouvent dans une situation où on n'a pas épuisé... et sans doute, il y a un certain nombre de contraintes. Alors, est-ce qu'il faut parler de contraintes ? Moi, il me semble qu'il faut être au clair sur c'est quoi cette aspiration ? Et donc, c'est quoi l'objectif ? De quoi on parle ? Quand on parle d'accès universel à la formation, de quelle formation parle-t-on ? Et là-dessus, je te rejoins complètement. La question de l'objectif est tout à fait centrale. Évidemment, s'il s'agit de l'adaptation au poste, ce que tu appelles la formation professionnelle, ou même de l'évolution dans l'emploi, le rôle de l'employeur est absolument incontournable. Et donc, l'accrocher à l'entreprise, et donc à ce qui a été construit par les partenaires sociaux et par la jurisprudence ensuite, qui est de dire qu'il y a une obligation de l'employeur à assurer enfin je vous fais... on est accroché à l'entreprise. Si on parle
de la capacité à maîtriser son parcours professionnel, à construire les évolutions et les étapes de sa vie professionnelle, alors là, on peut parler d'un droit universel. Et c'est sans doute cet objet-là pour lequel la question du droit universel, en tout cas, il faut sans doute clarifier de quoi on parle, et c'est sans doute de cet objet-là qu'on parle. Il y a une autre contrainte, ou en tout cas un autre aspect qu'il faut sans doute clarifier si on veut progresser sur ce sujet, c'est pour se former, il faut du temps. Et la question de savoir du temps disponible. Et donc, évidemment, ça renvoie, cette dimension-là, elle nous retire vers la question des statuts. Quand on est salarié, il faut demander l'autorisation à son employeur ou alors le faire en dehors de son temps de travail. Si on est sur des formations qui sont assez structurantes en termes de temps, est-ce que c'est compatible avec de la formation en temps de travail? Donc on a une partie, la question du temps pendant lequel on se forme, du temps qu'on est capable de consacrer à la formation, nous renvoie ou pas à la question des statuts. Et on peut ouvrir un droit universel, il faut ensuite en organiser les façons de le déployer en fonction du temps qu'on a disponible. Et c'est sans doute ce qu'a cherché à faire le CPF en essayant d'aborder, et c'est une première étape, alors progressive, elle est sans doute pas terminée, mais dont on voit bien qu'il donne, comme l'a dit la ministre, une visibilité à ce droit à la formation. Tous les Français en ont entendu parler, tous ne l'ont pas exercé, mais donner envie, ça fait partie aussi de rendre ce droit universel. Et puis pour finir ce premier temps, je voudrais juste donner une troisième grille de lecture. C'est finalement pour pouvoir exercer ce droit universel, une fois qu'on est à peu près au clair sur le quoi et le qui, et le comment, le temps de travail, c'est aussi est-ce que le droit universel formel acte véritablement un droit universel réel? Et ça, c'est une autre question qui est tout aussi importante. C'est-à-dire, il n'est pas construit, ce droit universel formel, mais quoi qu'il en soit, la question de savoir si, parce qu'il est ouvert, toutes les personnes sont susceptibles d'y avoir accès, est évidemment un point de vue assez simple. Ça sera sans doute une des thématiques de la table ronde qui va venir, mais c'est une dimension extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle le plan d'investissement dans les compétences, notamment, a été conçu, de dire il y a une sorte une partie de la population pour laquelle l'accès au droit n'est pas évidente. Elle suppose sans doute de penser d'autres façons d'organiser la formation. La question, ça renvoie à la pédagogie. Est-ce que, et on parlait, le ministre parlait de l'école ce matin en parlant d'un certain nombre de besoins, bon, mais ça traverse évidemment la formation continue, et il me semble que tout au long de la vie, des choses se passent et qui doivent continuer à se passer. Elles ont été notamment permises ou boostées par le PIC, même si elles existaient avant, pour rendre plus accessible la formation. Il y a la question de l'accessibilité aussi géographique. Est-ce qu'on a accès à la formation sur tout le territoire? Enfin bref, il y a un certain nombre de questions qui sont aussi importantes si on veut parler de l'universalité de l'accès à la formation que la question de l'ouverture d'un droit réel, c'est aussi, formel, c'est aussi de penser un droit réel, l'accès réel au droit. Merci Karine. Alors je me tourne vers Jean-Pierre. Effectivement, quid une fois qu'on a planté le décor et cette magnifique projet de l'universalisation, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un droit théorique à un droit effectif? On en est où? Est-ce qu'on a progressé d'ailleurs dans le contexte de la réforme 2018? On vient de voir avec Karine que le CPF a quand même contribué à dépasser la question des statuts et voire dans une dimension quasi marketing, amener les gens à se positionner sur le sujet. Oui, avec la question, je vais revenir sur ce que je soulignais tout à l'heure dans le propos de Michel Clésio, c'est cette tension entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire la traduction concrète du droit et comment on le régule. Je vous rappelle que le CPF, il est né à travers le droit individuel et que la réflexion sur le droit individuel, issue principalement d'un rapport Perry qui parlait d'un droit individuel garanti collectivement et qui donc essayait d'emblée de faire le lien entre on reconnaît un droit à l'individu, donc c'est quoi ce droit-là, si c'est pas un droit de pétition, le droit au logement, donc comment je le décline concrètement, si c'est pas un droit de pétition, si c'est un droit concret, comment je le décline et comment je l'encadre, puisque un droit c'est toujours à l'intérieur
d'un encadrement et de modalités d'exercice. C'est-à-dire on ne peut pas traduire droit par liberté absolue de faire ce que l'on veut, ça n'a pas de sens. On est toujours dans un encadrement et dans des modalités d'exercice. Et on voit bien que c'est le point où l'équilibre n'a pas été trouvé, et peut-être faute de s'être un peu trop consacré au droit lui-même et d'être pressé de le reconnaître, et de ne pas avoir suffisamment considéré la finalité. Comme outil de régulation de l'accès au droit sur le CPF, qui est effectivement un progrès dans la mesure où il est, même si effectivement les droits s'acquièrent en tant que salarié, etc., mais malgré tout, même si c'est la question des fonctionnaires, mais il est trans-statut. C'est-à-dire qu'une fois que j'en suis titulaire, je peux l'exercer, quel que soit mon statut au moment où je l'exerce. Donc on s'est centré sur le fait de doter, d'équiper la personne de capacités, et comme voie de régulation, finalement, on a choisi la certification. On a choisi la certification, c'est-à-dire pour encadrer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. On a privilégié les critères de la certification au motif que dès lors qu'une formation est certifiante, alors on présuppose qu'elle est de meilleure qualité que si elle ne l'était pas. Bon, c'est un présupposé qu'il faudrait quand même vérifier, mais surtout, et peut-être, parce que les certifications, et davantage aujourd'hui qu'hier, il y a un contrôle qui permet de vérifier régulièrement, alors pas pour toutes, puisqu'on a encore des certifications enregistrées de droit, ce qui est quand même un problème en termes d'égalité et en termes aussi de régulation du dispositif. Mais bref, on évolue dans ce sens-là vers le fait de vérifier que toute certification a démontré sa valeur et ses effets principalement sur le marché de l'emploi et en termes de résultats pour l'individu. Donc c'est l'outil de régulation dont on dispose aujourd'hui, et comme manifestement ça ne suffit pas, et là je vous avoue un petit peu ma surprise, on se dit mais est-ce qu'il ne faudrait pas réguler davantage? Alors réguler davantage, pas par les procédés techniques qui s'adressent aux organismes de formation via la Caisse des dépôts, mais dans l'accès même au droit, et ce sont des organisations syndicales qui ont proposé deux notamment, qui ont pris comme position que l'exercice du CPF devrait être automatiquement et systématiquement précédé par un conseil en évolution professionnelle, de manière, et vous voyez là, la difficulté dans laquelle on c'est est-ce que finalement je dote les individus et je leur fais un minimum de confiance sur les choix éclairés qu'ils pourront faire, ou alors est-ce que je considère, je vais dire de manière un peu caricaturale, mais que ce sont qu'ils sont non émancipés, hein, ou des majeurs sous tutelle, qu'il faut accompagner dans leur choix parce que la possibilité existe, donc elle n'est pas niée, c'est-à-dire qui veut peut, c'est pas le problème. Le problème, c'est si j'en fais un passage obligé, et si donc je conditionne l'exercice du droit à cette modalité qu'il va falloir... Alors on a un dispositif comme ça qui existe, qui est le dispositif des transitions démissionnaires. Si je veux démissionner pour bénéficier de l'assurance chômage pour un parcours de reconversion, donc j'ai le droit de le faire et le droit de bénéficier de l'assurance chômage, mais je dois passer par un CEP. Donc le droit est conditionné à ce passage-là obligé. On dit ce qu'on a fait pour les transitions, on pourrait le faire. Il faudrait faire un bilan de ce passage obligé vers le CEP, parce qu'on aurait sans doute une vision contrastée, comme chaque fois qu'on fait un bilan de ce genre de choses, mais ce que l'on constate, c'est qu'on a à la fois des gens pour qui, finalement, ça n'a pas été plus mal qu'ils passent par un CEP, parce que ça leur a permis de réfléchir leur projet un peu différemment, et puis on a aussi quand même pas mal de situations, en tout cas c'est les retours que l'on a, où les individus sont exaspérés parce qu'on rallonge leur discours, parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur fait faire une étape de plus inutile dans une reconversion qui est déjà compliquée. Et pour les conseillers de CEP, ils sont tout aussi frustrés par des gens qui viennent chercher un coup de tampon en ayant l'impression qu'ils sont inutiles. Donc on génère deux frustrations, vous voyez, par ce passage, par cette obligation. Et donc, dans l'exercice du droit, la question de son encadrement et de quelle place je donne finalement à l'individu et quelle place je donne à la régulation collective, c'est un débat qui n'est pas tranché. Il y a nécessairement de la régulation, ça n'a pas de sens autrement. Après, il faut mettre le curseur au bon endroit. Je voudrais finir sur une chose.
Quand on pousse, c'est vrai dans le champ de l'emploi et de la formation, et c'est vrai dans d'autres domaines, quand on pousse le curseur de la sécurité, le curseur de la liberté régresse. Et réciproquement, quand on pousse le curseur de la liberté, c'est très difficile d'avancer les deux curseurs dans le même sens en même temps. Et donc, la question est de savoir quand une société détermine le bon point d'équilibre. Et nous avons, comme 27 autres pays de l'Union européenne, quand on parle de sécurisation des parcours, de flexi-sécurité, etc., le terme sécurité est très présent. Il y a un pays en Europe, qui est la Lettonie, qui, pour les mêmes politiques publiques et les mêmes politiques, utilise une expression un peu différente, qui donne d'ailleurs HOP, ce qui en anglais est plutôt positif. C'est l'optimisation des opportunités de professionnalisation et d'emploi. Et l'expression HOP est intéressante à de multiples titres, mais aussi parce qu'on l'évoquera peut-être tout à l'heure. Elle renvoie à un programme d'accompagnement, d'insertion et d'intégration de populations venues de l'étranger, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec Pascal Dartois de l'AFPA, assez prometteur et intéressant au regard de notre idéal, puisque l'universalisation, finalement, ne s'arrête pas au contour de nos citoyens et de nos frontières. Une réaction peut-être, Karine, quid de l'encadrement, de l'accompagnement obligatoire? Est-ce qu'on contribue à l'émancipation ou pas de l'individu? Mais ça renvoie, je trouve ce dialogue très fructueux et Jean-Pierre a raison, à mon avis, de le poser de cette façon-là. Je ne suis pas sûre d'en arriver exactement aux mêmes conclusions, mais en tout cas, je pense que c'est exactement les termes du débat. Et ça renvoie à la question du pourquoi faire de la formation de façon très, très, très claire. Le pourquoi faire, c'est si à partir du moment... Je reviens sur la question je reviens d'abord sur la question du CPF et qui renvoie à cette question du pourquoi faire. Est-ce qu'on a un droit ouvert au CPF et que signifie la limite et quels sont les mécanismes de régulation qui ont été retenus par le CPF? Ils tiennent effectivement à la question de la certification, qui est une des modalités de régulation, mais qui n'est pas le seul. La deuxième modalité de régulation, qui n'est pas la moindre, c'est le capital dont les personnes disposent pour pouvoir financer un projet de formation. Et on est sur un capital qui est acquis par le fait qu'on a été salarié, ce qui est une première limite, entre guillemets, au principe d'universalité, mais qui est aussi limité au regard du projet de formation qu'on est susceptible de souhaiter réaliser. Ce capital, il pousse, sauf une capacité contributive complémentaire de la personne elle-même ou de l'employeur, une possibilité d'abondement, à des projets de formation qui sont plutôt des projets de formation courts, et très instrumentés, entre guillemets, sur des objets extrêmement instrumentés. Ce qui détermine une partie de à quoi il sert, des formations éligibles, des formations effectives, ce que finance effectivement le CPF, vers quoi il tend, quelles sont les formations qu'il permet, et une partie aussi des publics qui sont bénéficiaires, qui accèdent effectivement à ce droit. Donc la question c'est, est-ce que le CPF est vraiment notre modèle d'accès universel, et au regard de quel objet? Moi je dirais non. Je dirais que le CPF contribue plus que dans une logique marketing, mais à la limite, reprenons ce terme, dans une logique d'affichage politique, ce qui me paraît beaucoup plus important et noble que du simple marketing, de donner un signal à l'ensemble de la population, de dire se former, allez-y, c'est simple, c'est utile, c'est accessible. Donc ça, c'est un signal politique qui est très important. Mais derrière, si on veut un accès universel à la formation qui soit véritablement universel, c'est-à-dire qui ne soit pas contingenté par les euros et qui ne préflèche pas, qui soit de qualité, ça suppose effectivement sans doute de dire qu'est-ce qu'on veut financer, c'est-à-dire qu'est-ce que la nation décide d'investir, et donc ça renvoie à des questions de priorisation. De ce point de vue-là, le PTP, alors moi je sais pas, je dois être un peu vieille, mais je sais pas pourquoi on a changé le nom du CIF, du congé individuel de formation, qui voulait bien dire ce qu'il voulait dire. Mais j'essaie d'être moderne et donc je vais parler du PTP. Correspond bien à cette philosophie d'un objet qui permet d'assumer les transitions dans sa vie professionnelle. La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est attaché au statut de salarié. Mais il y a sans doute dans le CPF un bout de cette intention d'universalité, mais sur des objets très instrumentaux. Et donc forcément, si on veut que ça soit ouvert à tous, encore une fois, ce qui ne l'est pas, il faut que ce soit
des droits assez petits, parce qu'on a des questions, enfin voilà, en termes de... Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut générer un droit universel à la transition professionnelle, à penser son parcours. Et le BTP est vraiment, pour moi, une inspiration importante. Reste à savoir qu'est-ce qui détermine son accès et comment. Et la question de l'accompagnement me paraît, quant à moi, une dimension très importante. Je comprends la raison pour laquelle, ce qui était d'ailleurs dans la loi, traduit dans la loi à titre expérimental, enfin à la suite de la négociation, l'accès au PTP va être expérimenté à partir d'un accompagnement obligatoire, et ça renvoie à une autre question. C'est est-ce que notre accompagnement aujourd'hui est en rendez-vous du défi d'un accès à la formation universelle? Je vais vous donner un exemple qui n'a rien... Et ça, c'est un enjeu. Et c'est sans doute l'un des enjeux de France Travail. Je pense que Thibaut Guilly, Marc Ferracci, qui est présent aussi, en sont sans doute... c'est sans doute le sujet principal de France Travail et le défi majeur. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer, et je m'arrête là-dessus. Mais parce que je trouve qu'il est très révélateur de cet enjeu de disposer d'un droit à l'accompagnement qui soit à la hauteur du rendez-vous de la France, quoi, pardon de le dire comme ça. Quand on a lancé le plan d'investissement dans les compétences, on s'est posé la question de à qui il est destiné et comment est-ce qu'on peut, comment on priorise l'accès aux formations supplémentaires financées par l'État, 15 milliards d'euros en 5 ans, je ne vous refais pas le film et de l'investissement majeur que ça représentait. Et donc avec cette conviction, c'était les premiers travaux qu'on a conduits, qui est de dire il faut qu'on s'adresse au public qui n'accède pas à la formation. Moi j'ai tendance à dire l'enjeu c'est d'arroser là où c'est pas déjà mouillé. Parce qu'on sait que ceux qui sont formés, qualifiés, vont déjà plus spontanément à la formation. Et donc, on avait dans notre ligne de mire, évidemment, les publics peu ou pas qualifiés, des publics qui sont peu accédants, bénéficiaires du RSA, des personnes en situation de handicap, je ne vous fais pas... donc des publics dits vulnérables, pour différentes raisons. Et on avait dans notre idée la question de personnes qui étaient titulaires d'une qualification, mais obsolète, sur le marché du travail. Avec cette idée de dire il faut qu'évidemment, ça bénéficie à des personnes dans une situation d'obsolescence de leur qualification. Et donc, on a conduit un certain nombre de travaux avec nos équipes, la DARES, la DGFP, Pôle emploi, bien sûr, et puis on en a parlé aussi avec les régions, bien entendu, en disant comment est-ce qu'on peut objectiver cette notion d'obsolescence de la qualification. Aujourd'hui, et quelle est la conclusion auquel on est arrivé? C'est qu'on n'arrivait pas à trouver des critères qui puissent être suffisamment solides pour pouvoir l'attraper et le cocher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre une coche quelque part en disant celui-là, clac, je mets une... Et c'est pas seulement parce que dans le système d'information de Pôle emploi et des missions locales, il n'y avait pas de coche et que c'était pas prévu, parce que c'était une limite, et on sait bien que parfois les systèmes d'info déterminent la politique publique et pas l'inverse, mais ça, c'était des limites qui pouvaient se bouger, mais parce que nous, on avait dit, il faut faire confiance aux conseillers, et c'est à eux de déterminer qui, et donc de dire qui a besoin et se trouve en situation d'obsolescence. Parce qu'on va dire quoi? On va faire une liste des formations qui sont obsolètes. Vous voyez bien le truc qui n'a absolument aucun sens. On va dire, les bacs G de 1980, ça tout le monde est OK, c'est une formation qui est obsolète. Mais vous imaginez, comment dire, la surcharge pondérale de la norme administrative. On est capable, bien sûr, on est capable. Mais évidemment, c'était hors de... Et donc là, on est en obésité administrative. Et donc évidemment, il était hors de question de basculer dans cette logique-là. Et nous, on était dans une logique qui consistait à dire, et c'est pour que ça, je dis c'est un enjeu de France Travail, c'est de dire, il appartient aux conseillers qui accompagnent les personnes de déterminer. Et donc bien sûr, derrière, il fallait mettre une coche dans le système d'information. Mais avant, et dans les échanges qu'on a eus à l'époque, on nous a dit, on n'en a pas la capacité, on n'est pas prêt pour pouvoir assumer ce défi qui est qu'est-ce que ça veut dire d'être capable, dans une action de conseil, alors pour plein de raisons, de pouvoir justifier. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait dans le cas du PIC? On a dit, bon, on va faire au plus simple, on va dire, c'est les peu ou pas qualifiés. Ce qui fait que 5 ans après, le comité scientifique du PIC, ou 4 ans et demi après, dit, en fait, vous n'avez pas atteint votre objectif parce que ce ne sont pas que les non qualifiés qui ont... Et parce que pour nous, l'objectif, il était plus large. Et d'ailleurs, quand on a conduit les négociations avec les régions, c'est dans nos pactes régionaux, on a dit, vous pouvez élargir dès lors que les personnes sont en situation d'obsolescence de la qualification. Mais ce qu'on ne sait pas prouver, ce qu'on ne sait pas isoler, ce qu'on ne sait pas cocher dans notre système, ce qu'on ne sait pas critériser, n'existe pas. Et tout ça renvoie à l'importance de la relation de conseil et à renforcer cette dimension-là. On a fait d'énormes progrès, on a rendu le conseil universel, et je pense qu'on voit bien quelle est
comment dire, le défi, enfin, on commence à voir les objectifs et tout ça se structure. Il nous reste encore à franchir un cap. Moi, j'ai vraiment extrêmement confiance parce que c'est au cœur des réflexions de France Travail et que tout ça participe d'une émulation collective qui fait qu'on est obligé de réussir ensemble. Mais c'est aussi l'accompagnement, une des conditions de la réussite de l'accès universel. J'en ai vraiment l'intime conviction. Alors, la difficulté de l'absolue liberté, du fait de flécher et du fait de qualifier, sachant qu'en plus, l'appréhension de l'obsolescence ou pas, elle peut être rapport à un territoire, à la personne, au territoire. Je veux dire, une chose que je dis aux partenaires sociaux, que ça énerve quand ils ont passé des jours et des nuits à négocier, et qu'on a un accord, mais c'est la même chose quand le législateur fait la loi, et qu'on arrive donc à avoir un texte, et que des gens qui n'ont pas participé à ça viennent leur expliquer ce qu'ils ont écrit. Donc ça les énerve beaucoup, mais ça traduit le fait que à partir du moment, ceux qui ont fabriqué la norme, à partir du moment où elle est produite, elle ne leur appartient plus, elle leur échappe, elle appartient aux acteurs qui la mettent en œuvre. Et si on oublie cette dimension-là, toutes les intentions qu'on a pu mettre peuvent disparaître aussi rapidement que le texte est publié. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je t'écoutais sur le CPF, et sur le CPF, le rapporteur Jean-Patrick Gilles avait insisté en 2014 lors de la création du CPF pour dire on n'est pas en train avec le CPF de créer un capital qui a vocation à solvabiliser une demande complète de formation. D'accord? Il l'a répété 100 000 fois. On est en train de mettre à la disposition des individus un outil de négociation pour son parcours et on lui donne les moyens de négocier à hauteur, finalement, du capital dont il va disposer. Donc, ça veut dire on lui donne un levier pour aller discuter avec d'autres de son parcours. Eh bien, cette dimension-là, elle a totalement disparu dans les modalités de mise en œuvre du CPF. Tout l'outillage qui a été mis en place autour de l'individu. Et, alors on pourra en trouver des traductions. La Caisse des dépôts n'a toujours pas mise en œuvre ce qui figure pourtant dans la loi, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise, si elle a un accord d'entreprise, de récupérer les fonds et de les gérer elle-même en accord avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire d'internaliser par le dialogue social ce droit individuel et d'en faire un droit individuel encadré collectivement à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui aurait pu donner une ampleur tout autre et ce qui aurait un peu tué d'ailleurs le débat sur la régulation collective puisqu'elle aurait pu se faire au niveau de l'entreprise, au niveau des acteurs. Bon, mais aujourd'hui, c'est pas possible. On est 5 ans après le vote de la loi et c'est toujours pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a conçu un outil entièrement centré sur la personne et sur le droit individuel conçu comme un droit personnel, ce qui n'était pas, et on peut reprendre des débats, ce qui n'était pas l'intention manifeste du législateur. Sauf que cette intention-là, elle se perd dans les modalités de mise en œuvre. Et on a un droit qui a été vendu aussi, il faut bien le dire, sous la forme de on vous a donné l'autonomie, les moyens de vous former vous-même, de vos responsabilités. Ce qui a sans doute des tas d'effets extrêmement positifs sur le rapport que les individus ont à la formation. Ça, c'est indéniable et on pourrait sans doute l'évaluer et le mesurer, mais qui a passé complètement à la trappe la dimension un petit peu plus collective et un petit peu plus articulée de régulation du droit, non pas par des mécanismes centraux et descendants, mais par des mécanismes de terrain et autoproduits par les acteurs eux-mêmes. Voilà, ça peut être cette dimension-là qu'il faudrait revisiter. Je sais que c'est un sujet qu'on va évoquer dans la table ronde dans quelques minutes et c'est probablement la suite à écrire. Je propose, parce que le temps tourne, que vous puissiez poser, si vous avez une question ou deux, à nos deux intervenants de cette première séquence. L'idée, on l'a bien vu, on circonscrit non pas le sujet, mais on l'éclaire quand même pour essayer de challenger la problématique. Ici, alors on n'a qu'un micro, donc tu es formidable, merci. Oui. Bah oui, c'est ça. On n'avait pas dit, on n'avait pas prévu que c'est en régie. On vous dit tout, on a 2 micros qui nous ont lâchés, donc on va apprendre et on va reconfigurer. Bonjour.
C'est intéressant de vous écouter. Je suis frappé par quelque chose dont je vous en fais part. Il y a 2-3 ans, on nous bassinait avec le numérique, on parlait que de ça. Et on nous bassinait avec un autre truc qui disait la véritable nouveauté dans l'information, c'est la vitesse. Aujourd'hui, quand je vous entends, j'entends qu'il faut prendre le temps de faire les choses, d'accompagner les gens, de poser les dispositifs et tout ça. Et je sens émerger depuis quelque temps la notion d'accompagnement. Donc ça veut dire accompagner des gens avec des gens. Donc il y a l'air de rien, si tout ça semble suivre une direction assez cohérente, il y a quand même des effets qui changent en 2 ans de temps, qui se retournent complètement. Et notamment, je fais cette parenthèse sur le numérique, on nous a quand même fait chier avec ça. Comme quoi, ça va être la solution à tous les problèmes. Chose dont les OF savent très bien que oui, c'est une opportunité pour faire pas mal de choses, mais c'est sûrement pas la solution à tous les problèmes. Et je constate qu'aujourd'hui, j'ai lu ça dans le quotidien de la formation, la SEGO s'est redescendue à moins de 40% de ses formations à distance, ce qui tendrait à confirmer les constats des OF, qui étaient que oui, le numérique, c'est super pour faire un certain nombre de choses, mais le petit délire là d'aller vite avec le numérique pour permettre à tous les gens de se former à toute vitesse, au tout dont ils vont avoir besoin, qui va leur permettre de trouver du boulot super rapidement pour régler le problème du chômage. Donc, bref, tout ça pour dire que je suis assez rassuré d'entendre qu'aujourd'hui, les constats sont un peu plus calmes, un peu plus posés, et qu'on semble reprendre en compte des dimensions plus raisonnables. Bon. Et là, David reprend son marathon pour récupérer le micro. Tu vérifies s'il n'y en a pas une autre, parce que je ne fais pas faire ça 3 fois. Merci, j'ai mis des baskets, c'est pour ça. Je descends. Bon, moi, je veux bien parler de ma propre expérience. Je travaille depuis plus de 25 ans dans la formation professionnelle. Et avec la réforme, donc, j'ai perdu mon emploi, puisque mon centre travaillait essentiellement avec l'ex-FONGECIF, le Pôle emploi. On formait des cadres en reconversion ou en évolution professionnelle. Mon directeur n'a pas voulu passer CF1. Donc, toute l'activité s'est écroulée. Donc, je me suis retrouvée de l'autre côté, donc j'ai fait la démarche du CEP, c'est-à-dire j'ai moi-même été demandée d'emploi, et donc j'ai consulté tous ces acteurs que je connaissais très bien. Le CEP, l'APEC, parfait, hein, donc juste à côté, là, rien à dire. Très bon accompagnement sur la recherche d'un nouveau métier. Quand vous travaillez dans la formation depuis 15 ans dans la même activité, effectivement, on vous dit... Vous êtes responsable pédagogique, il faut faire du digital learning. Alors moi, plus de 50 ans, il faut faire du LMS, il faut mettre en place des outils, de la conception, le e-learning, pour gagner de l'argent, pas payer les formateurs. Donc je me suis dit, je vais demander une formation qui va actualiser mes compétences de responsable pédagogique. Et là... La transition pro me dit « Madame, vous êtes trop qualifiée, hein, donc malgré votre âge, 55 ans, on va privilégier les bas niveaux de qualification. » Moi, j'ai jamais bénéficié d'une formation dans ma vie, hein, parce que j'étais dans un petit organisme, donc les cordonniers les plus mal chaussés. Donc jamais transition pro m'a dit « C'est même pas la peine de poser votre candidature ». Pôle emploi m'a dit tout de suite, premier entretien, Madame, vous n'aurez pas de formation, hein, donc vous n'êtes pas prioritaire. Donc je cherche une formation et je trouve des formations. Elles ne sont pas dans le CPF parce que malheureusement, elles ne sont pas enregistrées au répertoire spécifique. J'avais besoin d'un module d'accompagnement digital. Et il y a des excellents organismes qui ont des excellentes formations, mais qui ne sont pas enregistrés au répertoire spécifique de France Compétences. Donc, conclusion, moi-même étant dans la profession, je me suis retrouvée face à des murs. Voilà. Je voulais juste témoigner d'une expérience. Merci pour ces analyses. Alors, j'ai encore 2 questions que je ne peux pas éviter. Donc, Janine, puis Pascal, et puis court, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, Janine Chapeau, présidente de la Fédération nationale des UROF. J'ai une question courte, en fait.
Si j'entends vos échanges, et une des finalités de ce que tu as dit, Karine, tout à l'heure, l'accompagnement est une des clés, une forme de clé de réussite. Et moi, en fait, on est ici dans le colloque du syndicat national des organismes de formation. Donc la question, c'est en fait, est-ce qu'un organisme de formation, il est un accompagnateur, ou il peut être un accompagnateur? Merci. Moi, je vais juste vous donner la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'il y ait un CEP pour l'utilisation, par exemple, du CPF. Je travaille particulièrement sur la mixité des métiers et le nécessaire élargissement des choix professionnels des femmes, tandis que sur les 80 familles professionnelles, elles sont scotchées sur 10 d'entre elles et qui ne sont pas les métiers à plus haute valeur ajoutée. C'est une autocensure dans la plupart des cas, familiale, sociale, etc. Si pas de conseil, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Si pas de conseil, je reste sur ce que j'ai en tête, puisque nulle part il m'est donné l'idée que je peux être chaudronnière, plombière, etc. Merci beaucoup. Merci pour ces différentes questions et ces points d'éclairage. Moi, je vais démarrer par ces QFD, quoi. Vous avez fait la démonstration, malheureusement, parce que le résultat est quand même pas tout à fait au rendez-vous, de cette difficulté, de la réalité de cet accès universel. En réalité, il n'y a pas d'accès universel à la formation. Il y a, pour plein de raisons de stratification qu'on a évoquées, que Michel a évoquées, que Jean-Pierre a évoquées, que j'ai évoquées, pour plein de raisons différentes, on a fixé, et notamment pour des raisons aussi de contraintes financières, enfin de la question de qu'est-ce qu'on est capable de prioriser, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et vous en avez fait la démonstration. Et c'est un peu la quadrature du cercle. On sait très bien, comme l'a dit Jean-Pierre, comme tout le monde le sait, qu'on ne financera pas l'ensemble des projets de formation de l'ensemble des individus de ce pays, quels que soient leurs objectifs, leurs objets, leurs modalités. Voilà. Et donc la question, c'est qu'est-ce que la puissance publique doit prioriser? Qu'est-ce qui relève de l'initiative individuelle ou de l'entreprise? Et qu'est-ce que la solidarité, la puissance publique doit prioriser comme étant des objectifs? Et comment est-ce qu'on construit les modalités, les mécanismes de régulation? Aujourd'hui, nos mécanismes de régulation, ils sont liés au statut, liés, parce qu'il faut avoir accumulé des droits de CPF, etc. Alors, liés en partie, effectivement, à la certification et liés au fric, enfin, je veux dire, de toute façon, ça c'est... est-ce que demain, il ne faut pas se donner un autre objectif qui consiste à dire on finance la totalité d'un parcours, on ne fixe pas des limites dès lors que un conseil en évolution professionnelle a considéré qu'il était crédible et utile dans un parcours professionnel. Et c'est un peu la quadrature du cercle. Moi, je plaide plutôt dans cette direction-là, mais vous imaginez le défi de transformation de notre fonction de conseil en évolution professionnelle que ça recouvre. Et je crois qu'on peut tous dire, nous ne sommes pas aujourd'hui au rendez-vous. Aucun des CEP n'est complètement au rendez-vous. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font n'est pas de qualité, ça veut dire que le défi est beaucoup plus important et que ça suppose d'avoir une réflexion qui est comment est-ce qu'on construit un parcours au regard effectivement contextualisé des compétences acquises du contexte territorial. Comment on bascule d'une vision de il y a une place dispo et j'ai un pimpin et une place dispo et comment je fais le matching entre les deux, à comment est-ce que je pars des compétences dont il dispose pour le projeter dans un parcours qui fait sens pour lui. Et ça, c'est un vrai défi. Moi, j'en suis vraiment absolument convaincue. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que ce qui est en train de se construire autour de la conception qui se fait dans le cadre de la VAE, de l'architecte de parcours, est à regarder de façon très précise. C'est sans doute pas au rendez-vous aujourd'hui. J'en discutais avec ceux qui sont dans le France VAE aujourd'hui. Mais par contre, ce qui a construit cette idée-là est à regarder. Je redis par ailleurs que dans l'accès universel à la formation, la VAE est aussi un des éléments de réponse, parce que si on pouvait commencer par valider les acquis de tout le monde avant de démarrer un parcours de formation pour ne lui donner que ce dont il a besoin, on gagnerait aussi en termes d'efficience à tous les points de vue. On donnerait envie aux gens, ça coûterait moins cher.
c'est plus compliqué parce que ça individualise. Mais si on se donnait cet objectif, ça participe aussi de l'universalisation, de la formation, de dire on ne commence plus un parcours sans avoir été regardé. Et ça renvoie à nouveau au conseil. Est-ce que le CEP fait cet exercice-là? Ça renvoie à la question de l'architecte de parcours. Pour moi, l'architecte de parcours, c'est le CEP de demain. Pour être dans cette approche-là, et on n'y a que des avantages. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se former en dehors de ça, mais dans ces cas-là, c'est d'autres mécanismes qui rentrent en ligne de compte. Et puis ensuite, juste un mot, bon, parce que moi j'aime bien parfois un petit peu provoquer, je pense qu'on doit quand même répondre au défi de la rapidité dans le monde de la formation. Et nous, on a répondu à la question qui nous est posée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser sur le monde de la formation. Et on doit aussi répondre au défi du numérique. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont jamais pensé que le tout à distance avait du sens. Et qu'après la période du Covid, on allait tous revenir à être en présentiel parce que même pour faire un colloque, c'est quand même plus agréable. Ne serait-ce que pour ça. Donc moi, je suis une défenseuse acharnée de la formation en présentiel. Mais la formation en présentiel, ça ne veut pas dire en tout présentiel, ça ne veut pas dire sans numérique. Et si on était capable de se mettre un peu en capacité d'ouverture pour regarder ce que le numérique nous apporte dans le présentiel, je pense que ça aurait beaucoup d'utilité. C'est pas facile. Ça questionne nos pratiques professionnelles, mais c'est un facteur de renouveau, comme souvent d'ailleurs. Mais la question, c'est est-ce qu'on en fait une mode, une généralité, comme des bourrins, ou est-ce qu'on le fait dans une conception pédagogique intelligente? Et la question de la rapidité me paraît aussi essentielle. Les métiers évoluent plus vite, les activités évoluent plus vite. La question, c'est pas de tout changer tout le temps, sans arrêt. La question, c'est comment est-ce qu'on se met dans des dimensions, dans des systèmes où on fait évoluer de façon plus progressive les contenus de formation. Et vous, organismes de formation, vous avez un rôle d'alerte, de veille sur ces évolutions absolument centrales. Dire qu'on s'en fout de la rapidité de la transformation des métiers est, à mon avis, un peu une erreur dans le monde dans lequel on vit. Jean-Pierre, très court. Merci. Très court. Donc, oui, comme réponse courte, oui, je pense même que c'est son avenir, ou l'avenir des organismes de formation. Et je vais faire le lien avec le numérique. Alors, le numérique, on ne peut pas le résumer au distanciel, c'est évidemment bien plus large que ça. On a et on aura de plus en plus de ressources, tous, à notre disposition. Sauf que la difficulté, ça ne va pas être l'accès à la ressource, ça va être de s'y retrouver. Et donc, ça met l'accent, comme vient de le dire Karine, davantage sur l'accompagnement que sur l'acquisition de savoir. Je ne dis pas la transmission, parce que moi je suis formateur depuis 30 ans, et je n'ai jamais considéré que je transmettais quoi que ce soit. J'aide éventuellement les gens à acquérir de l'autonomie, mais je ne transmets rien. Et je pense qu'on ne transmet pas, que c'est une erreur, parce que c'est un peu valorisant pour le formateur, c'est un peu égocentré aussi, la transmission. Et je pense que c'est pas ça notre métier, c'est d'accompagner les gens. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se recentrer, parce que de plus en plus, les moyens seront éclatés à différents endroits, et on ne va pas les retrouver en venant en formation. Quand Karine parle des architectes de parcours, les architectes de parcours, ils vont essayer de mettre du sens entre des expériences, des activités diversifiées, l'accès à des ressources, des temps d'échange, de réflexion, de prise de recul, etc. Et c'est ça qu'il faudra structurer. Et je pense que globalement, franchement, aujourd'hui, et même moi je le vis comme une frustration quand je suis en formation et que les gens attendent que je leur donne des informations, je le fais parce que c'est le métier, mais ça me frustre. Parce que je voudrais qu'on puisse passer au stade d'après et qu'on soit au stade de qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment dans mon contexte je m'en sers de manière intelligente, etc., etc. Qu'on soit sur le stade d'après. Or, vous avez beaucoup de consommation en formation. Et si cette consommation, on pouvait effectivement la mettre sur... Alors ça suppose des tas de conditions, ça suppose peut-être dans les priorités, l'apprendre à apprendre est une priorité parmi les priorités, sans doute, etc. Et pour répondre aussi, c'est juste la différence entre peut et doit. Est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce que c'est une possibilité dont tout le monde est informé et on y a accès effectivement. Le passage obligé, c'est autre chose. Voilà, pour faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait poursuivre le débat, mais il y aura le cocktail en fin de journée. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Karine.